Guillaume Nguessan, bonjour. Bonjour. Nous sommes là à l'occasion de la sortie de votre ouvrage Le Royaume éphémère de Lance, publié aux éditions Publiwiz et disponible depuis le 25 janvier. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à titre personnel et également nous décliner votre œuvre artistique? Alors, je m'appelle Guillaume Nguessan, je suis né à Saint-Rémy, Chalonnais. Mes parents j'ai la chance d'avoir deux origines dans ma famille, africaine par mon père et française par ma mère. J'ai une petite fille de 4 ans. Et donc, je travaille sur Châlons, mais durant ma vie, j'ai été amené à quitter très souvent Châlons. Et chaque fois, c'est un plaisir d'y revenir pour revivre pleinement ma passion pour cette ville. J'aimerais vous parler justement de mon parcours artistique. Oui, car je crois savoir que vous êtes un artiste protéiforme. Oui, alors, protéiforme, le mot est bien compliqué, je dirais, mais je manie effectivement les mots, la poésie, mais également la musique, puisque je suis compositeur de MAO, musique assistée par ordinateur. Sous le pseudonyme de Kéré. Oui, c'est ça, sous le pseudonyme de Kéré, Oui. qui, à ce jour, m'a fait connaître un petit peu partout dans le monde. À travers plus d'une trentaine d'albums, je crois savoir. Plus de 30 albums. Oui. Dans quel style musical? Alors, c'est de la musique électronique. Oui. On pourrait la classer comme storytelling, spoken words, un certain nombre de courants qui viennent s'ajouter, mais c'est de la musique indépendante, indie. D'accord. Mais alors, tout cet élan artistique que vous avez su déployer, que ce soit au niveau musical et littéraire, tout ça, n'est-ce pas finalement le fruit de vos excursions en tant que globe-trotter? Parce que je crois savoir que vous avez parcouru le monde. Oui, j'ai parcouru le monde et j'ai eu des révélations. Mais vous avez parcouru quel pays, quelle contrée, quelle partie du globe? Alors, je suis parti à 23 ans dans le comté de Kildare en Irlande pour installer ma vie. Et je suis revenu. C'était à l'époque du football, la Coupe du Monde 98. C'était un fait, je dirais, anodin, mais je ne suis pas resté là-bas, je suis revenu. Et puis par la suite, j'ai fait plusieurs voyages, notamment en République dominicaine, à Santo Domingo, à Durango, dans le nord du Mexique. Mais c'était dans quel cadre que vous êtes parti à l'étranger? C'était pour raison professionnelle? Pour raison professionnelle. D'accord. J'ai dû travailler à l'étranger parce que la situation était quand même assez difficile dans les années 90 pour travailler quand on était débutant. Guillaume Nguessan, vous êtes parti à l'étranger pour raison professionnelle. C'était dans le cadre de quel type de travail? Alors, c'était dans, je dirais, ma première expérience professionnelle. Première expérience, c'est en abattoir, usine d'abattage. Et ensuite, je suis reparti, mais cette fois-ci, non plus en Irlande, mais en Angleterre, pour évoluer, parce que le but, c'était d'évoluer dans mon métier ou dans ce que je faisais. Et puis, alors, il s'avère que dans ma vie, je fais quelque chose de complètement différent, mais j'ai eu un premier clash, je dirais, en Angleterre, où j'étais dans des conditions personnelles très dures, avec Quand vous dites clash, c'est en fait un genre de burn-out. Vous avez parlé de révélation. Oui. Mais c'était dans le sens positif ou négatif? C'était que positif, puisque ça m'a permis 15 ans plus tard d'écrire et de chanter. D'accord, donc en fait, cette traversée du globe, ces voyages initiatiques, on peut dire, ont été plus ou moins révélateurs de l'élan artistique qui était au fond de vous et qui a été comme une source d'inspiration pour ce que Ça a vous été une révélation. Voilà. Alors, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de ces révélations? Alors, je l'écris de manière détournée dans mes livres, mais j'ai été moi-même qui suis peu crédule sur ce genre de choses, j'ai été confronté à un phénomène inexpliqué. Alors, quel phénomène? Alors, j'ai vu un appareil sortir et rentrer et sortir de mon champ de vision. Un appareil. Pouvez-vous un petit peu plus, nous expliquer, parce que c'est un petit peu vague. Oui, Vous voulez dire que vous avez été un peu comme David Vincent, d'une certaine façon? Voilà, exactement. Alors, David Vincent, le célèbre personnage télévisé de la série Les Envahisseurs, Oui. vous avez été comme lui, finalement, vous avez
eu l'impression de voir des personnes, Alors voilà, hein, une soucoupe extraterrestre. Alors non, c'était pas une soucoupe, c'était plutôt la forme d'un drone, mais un drone qui marche à une vitesse supersonique que les humains ne peuvent pas maîtriser. Ceci dit, je mets de côté, mais lorsque j'ai voulu faire une déclaration au GEPAN, le GEPAN c'est le groupement donc du paranormal, en fait des enquêtes paranormales, tout correspondait par rapport aux questions qu'on me posait, tout correspondait avec ce que j'avais moi vécu. Oui, il y avait une crédibilité entre ce que vous avez vu Voilà. et les questions en fait, pour lesquelles vous étiez amené à devoir répondre. Tout à fait. Tout corroborait pour vous laisser penser que vous avez vu quelque chose qui était non pas d'ordre humain, mais extraterrestre. Voilà. Mais je ne me suis pas étendu là-dessus parce que ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Pour moi, c'était juste quelque chose que j'ai vu. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 15 ans plus tard, comme beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, eh bien, on fait des choses extraordinaires. Et j'ai fait des choses extraordinaires, j'ai écrit et j'ai fait de la musique. Donc cet événement, qui fait peut-être domaine du surnaturel, qui n'est pas le fruit de votre imagination, a suscité chez vous une forme d'imagination artistique qui vous a permis de créer suite à cet événement qui a été un événement phare et percutant dans votre vie, il y a 15 ans auparavant. Je dirais pas dans ce sens-là. Je dirais simplement il y a eu quelque chose Oui. Et moi, j'avais quelque chose à donner. D'accord. J'avais envie de créer. Oui. J'avais envie de réaliser mes rêves. Oui. Et je l'ai fait. C'est-à-dire que je suis parti dans la poésie. D'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Sombre petit traité de poésie quantique. Je suis parti dans la poésie et la poésie m'a amené vers la science-fiction. Pour revenir à ce phénomène paranormal que vous avez vécu 15 ans auparavant, pensez-vous que si vous n'aviez pas été sujet à cette expérience, votre inspiration et peut-être même votre vie personnelle, est-ce qu'elle en aurait été chamboulée? Et est-ce que votre œuvre aurait pu être tout à fait différente si vous n'avez pas vécu cette expérience? Alors, je pense que oui, pour une bonne raison, c'est que j'avais la volonté de me faire reconnaître, de me faire admettre, de me faire identifier. Et je pense que si j'avais pas eu ces événements-là, j'aurais pas eu ce besoin-là. J'aurais voulu me fondre dans ma vie de tous les jours, comme tout le monde, comme j'étais avant. Et là, ça m'a donné une sorte de besoin de me faire dire qui je suis. De vous authentifier au sein de la communauté humaine, en parallèle avec cette expérience surnaturelle. Oui, mais c'est pas une expérience. C'est un phénomène que n'importe qui pourrait constater, mais en fait qui laisse des traces. C'est surtout ces traces-là qui m'intéressent. C'est pas le phénomène en lui-même, parce que je reste incrédule. Est-ce que vos origines métisses ont généré tout au long de votre parcours de vie un frein ou ont été facteurs d'une forme de discrimination ou de blocage dans votre parcours personnel? Alors, j'ai jamais été victime de discrimination, j'ai de la chance, mais j'ai eu des blocages et surtout un parcours qui est atypique. Et ça, c'est certainement lié à mes origines, africaines et françaises, mais le fait d'avoir un parcours atypique, ça m'oblige à prendre les devants, je dirais, à anticiper. Et même si j'ai jamais vécu le rejet ou la discrimination, j'avais ce besoin d'ailleurs, ce besoin d'aller vers l'autre. Et je l'ai trouvé en voyageant. Nous allons parler maintenant de votre ouvrage, donc, qui est disponible depuis le 25 janvier, comme nous l'avons déjà souligné, Le Royaume éphémère de Lance, donc, qui est un roman d'anticipation sur la science-fiction. Pourquoi ce genre littéraire et pourquoi pas un autre? La science-fiction, pourquoi? Et d'ailleurs, quelles sont vos influences littéraires? Alors, la science-fiction, j'y suis venu par hasard. Parce que lorsque j'ai écrit mes premiers poèmes, je maniais les mots, mais d'une manière irrationnelle. Et cet irrationnel, eh ben, ça m'a poussé à m'intéresser à ce que j'avais vécu et aussi à ce que pouvait nous apporter la vie au-delà, c'est-à-dire
les galaxies, les planètes, les exoplanètes, la, toute cette biogénose de l'univers. Ça m'a tendu les bras en fait. Et la science-fiction, c'était le meilleur moyen de parler de l'univers. Si on parlait maintenant, pouvez-vous nous faire un petit synopsis, comme si quelque part vous deviez vendre votre ouvrage d'ailleurs qu'on peut trouver sous quelle déclinaison et comment se le procurer avant toute chose? Alors, mon ouvrage est disponible sur tous les sites de librairie en ligne, hein, donc 2 sites, Cultura, Fnac, Amazon. À quel tarif? Alors, il est vendu à 13 €. D'accord. 13 € et c'est 130 pages. 130 pages. Alors, c'est uniquement en format physique? Uniquement en format physique. Guillaume Nguessan, vous nous avez parlé donc du style que vous avez voulu prioriser à travers cette œuvre. En termes de science-fiction, quels sont vos auteurs de prédilection et quelles ont été vos influences, outre les voyages que vous avez pu effectuer par le passé? Alors, j'adore Arthur Charles Clarke, qui est pour moi un mythe total. Rendez-vous avec Rama, Odyssée de l'espace. J'aime James Corey aussi. Et puis un auteur qu'on connaît très peu, mais c'est l'auteur de Conan le Barbare, Lion Sprague de Caen, qui a écrit The Fringe of the Unknown, la frange de l'inconnu. Donc là, on est plus c'est dans de la l'heroic pseudo-science. C'est de la pseudo-science. Pardon, on est plus dans l'heroic fantasy là. Non, Lion Sprague de Caen a fait toutes sortes. Il a D'accord. fait de l'heroic fantasy avec Conan le Barbare, mais il a fait de la pseudo-science surtout. Il est surtout connu pour avoir fait des ouvrages où il remettait en cause des grands principes scientifiques. Alors, ce royaume éphémère de Lance, si vous deviez nous donner un aperçu, un synopsis de l'histoire. D'ailleurs, ce livre peut-il être considéré comme un one-shot, c'est-à-dire un seul volume, ou y aura-t-il une suite? Et de quoi parle-t-il? Alors, j'ai eu vraiment cette ambition d'écrire ce livre parce qu'il y a des fondements. Il y a des fondements spirituels, parce que j'évoque un certain nombre d'idées spirituelles qui allaient de soi. Quand j'ai terminé mon livre, je me suis dit, voilà, j'ai réalisé ce que je voulais faire. Mais est-ce que je vais m'arrêter là? Je ne pense pas. Je pense que je vais aller jusqu'à un tome 2 et un tome 3, parce que le livre lui-même, le personnage, s'arrête. Le personnage qui se nomme, C'est moi, c'est vous. c'est moi. Quelque part, c'est autobiographique. C'est pas autobiographique, c'est éponymique. D'accord. C'est-à-dire que par le je, justement, par le moi, j'arrive à parler d'un personnage qui va aller avoir un ami proche, Jacques, Jack. Oui. Jacques le rubataire, Oui. ou Jacques le gonfleur d'hélium, ou Jacques tête d'aran, on le surnomme ainsi. Et ce Jack va faire des découvertes incroyables, Un peu comme vous, l'expérience que vous avez pu avoir. quelque part. Mais j'étais le seul détenteur de la vérité de Jack. Et Jack va mourir. Mais moi, je vais partir à la conquête de son secret. Et son secret aura des conséquences sur la planète tout entière, puisque on va se retrouver dans les années 2050 à 2100 dans une planète menacée par les dictateurs moraux, par les dictateurs et surtout l'invasion donc d'humanistes qui viennent d'une autre planète, mais qui sont là pour traiter avec nous et pour sympathiser. Donc le but, c'est pas pour ces personnages, le but n'est pas d'envahir, mais d'aider les humains à se sortir de leur mal, puisque la Terre va s'enfoncer dans l'obscurité, parce qu'elle est condamnée à la perte, puisque son soleil, notre soleil, est en train de mourir. Donc si je résume, en fait, votre ouvrage est ni plus ni moins qu'une dystopie initiatique et prophétique. Oui, Est-ce qu'on pourrait le résumer on comme ça? pourrait le résumer ainsi. Puisqu'il y a un peu l'idée du chaos que vous venez d'énumérer dans votre explication, Oui, d'où l'idée de dystopie, oui, d'accord? Il y a quelque chose d'initiatique, puisque à travers cette quête, le personnage va essayer de trouver un sens à sa vie,
et donner un sens à l'humanité. Tout à fait. Et prophétique parce que, quelque part, vous vous situez en 2050. Comment voyez-vous le monde en 2050? Est-ce que c'est le monde de Lens que vous décrivez dans votre ouvrage, ou est-ce que vous imaginez un monde différent de celui que vous avez pu imaginer dans ce livre? J'aborde deux notions essentielles. Si on rajoute une troisième notion, la conscience Veda, mais deux notions essentielles. Alors, s'il vous plaît, la conscience Veda. La conscience Veda, alors ça m'est arrivé de manière instinctive, une écriture instinctive, mais il s'avère que ça existe réellement. C'est une spiritualité, le Veda. Le Gayatri Mantra, c'est aussi une spiritualité. Et toutes ces spiritualités s'ajoutent, se superposent pour une quête, comme vous aviez dit, une quête spirituelle, une Prophétique. quête prophétique. D'une certaine façon, vous vous inspirez indirectement de la culture hindouiste. Oui, l'hindouisme est venu à moi. Est-ce que quelque part, votre intérêt pour la culture hindoue est ni plus ni moins le fruit d'une pratique que vous exercez au quotidien? Alors pas du tout, mais j'en avais besoin pour expliquer qu'est-ce qu'une recherche spirituelle. Moi, je suis chrétien, croyant, mais j'avais besoin de repères. Et tout tourne autour du chamanisme, finalement. Qu'on soit chrétien, qu'on soit hindou, qu'on soit bouddhiste, quelle que soit la religion, il y a une forme de chamanisme. Et ce chamanisme-là, je m'en sors à peine aujourd'hui. Mais c'est un bienfait pour l'individu. Donc vous pensez que le chamanisme n'est ni plus ni moins que l'épicentre de toutes les religions? Oui, c'est un épicentre. Et alors, je voudrais revenir sur votre question précédente, c'est-à-dire, quels sont c'est prophétique, mais quels sont les points qui abordent cette prophétie? Déjà, un prince règne sur la terre. On peut imaginer qu'un homme, doté de beaucoup de pouvoir politique, puisse régner aux dépens de l'humanité. Et puis, deuxième chose, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Moi, je parle de quelque chose de très vague encore aujourd'hui, mais qui va être très important dans 50 ans. C'est l'ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique va dicter nos consciences. Alors, l'IA, c'est une chose, mais la science quantique va nous absorber réellement, et ça, j'en suis persuadé. Elle va nous absorber jusqu'à justement confondre nos individualités. Ils seront nos maîtres à penser. Nos maîtres à penser. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la science quantique, que vous définissez d'une certaine façon un peu comme nos futurs maîtres à penser? Alors, le quantique, il touche beaucoup de sujets. Le quantique, c'est plutôt de la science physique, puisqu'on arrive à déterminer la part d'inconnu dans les équations physiques. Mais le quantique, tel qu'on peut le percevoir en informatique, c'est doter un ordinateur d'une superpuissance. L'ordinateur quantique aurait 100 000 fois la puissance du plus puissant des ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. 100 000 fois la puissance. Donc il ne s'agit plus d'intelligence artificielle, mais une intelligence irrationnelle. Et là, nos alertes aujourd'hui, en 2025, ça peut être les alertes de demain. Voilà les questions que je me suis posées. Enfin, une question essentielle. Votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Le royaume éphémère de Lens, sera-t-il sujet à des événements, dédicaces, conférences, éventuellement? Comment voudriez-vous le décliner? Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement le manifester et le décliner auprès du public? Y a-t-il des rencontres de prévues avec votre lectorat? Alors, bien entendu, mon but, c'est d'être au contact du public pour pouvoir échanger. Alors, les conférences, je ne pense pas que je sois amené, j'aurais pas la prétention de mener des conférences. Par contre, des séances de dédicaces, j'espère en faire beaucoup. J'espère en faire énormément et me déplacer partout en France. Guillaume Nguessan, au quotidien,
de quoi sont faites vos journées d'un point de vue personnel et professionnel? Vous travaillez dans quel domaine d'activité aujourd'hui? Alors moi, je suis enseignant de français langue étrangère, mais je travaille comme formateur de français langue étrangère. C'est-à-dire que j'ai mis de côté l'enseignement dans le cadre du FLE pour me concentrer sur l'enseignement du FLE en direction des adultes. Donc voilà, je suis parti à l'étranger pour enseigner, je suis revenu en France, j'ai enseigné, et maintenant je suis formateur, mais toujours dans le même domaine, et concurremment je passe un master en sociolinguistique. Alors qui sont les adultes qui sont concernés par justement l'apprentissage du français langue étrangère? Ce sont principalement les migrants, les personnes qui ont tout quitté pour venir en France. Et donc c'est leur premier challenge dans leur vie en France, puisque sans la langue française, en France on ne peut rien faire. Et le fait de transmettre un savoir et de percevoir la langue non plus sous son aspect littéraire, mais sous son aspect linguistique, c'est vraiment quelque chose de passionnant dans la vie de tous les jours. Alors, outre votre ouvrage de science-fiction, Le Royaume éphémère de Lance, donc également aux éditions Publiwiz, vous avez sorti un ouvrage intitulé « Sombre petit traité de poésie quantique, recueil de pensées ». Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Alors, je suis parti, j'ai randonné au fil de mes idées poétiques pour créer une poésie de l'ignorance, une poésie de l'insouciance, quelque chose qui ne tient que comme un fil. Et j'ai associé des essais, des nouvelles, des histoires, et cet ensemble vient être corroboré par des études pseudo-scientifiques qui révèlent des réalités qui nous dépassent. Oui, parce que en fait, quand on consulte votre ouvrage, ce n'est en aucun cas des poèmes, ce n'est pas de la poésie, c'est un traité sur la poésie. C'est un traité sur la poésie. Voilà, à dimension plutôt, on va dire, philosophique. Oui, c'est pour ça que c'est un sombre petit traité. Guillaume Nguessan, merci de nous avoir accueillis. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages disponibles chez Publiwiz, à savoir Sombre petit traité de poésie quantique, recueil de pensées, et le dernier paru depuis le 25 janvier, à savoir le roman de science-fiction Le Royaume éphémère de Lance, disponible sur toutes les plateformes et bientôt en librairie.